Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis Louise Château, chargée de culture et de communication à l'Alliance française de Rotterdam. Je suis très heureuse de vous accueillir en ligne ce soir pour la conférence La folie au temps d'Erasme, organisée par l'Alliance française de Rotterdam avec le soutien de l'Institut français des Pays-Bas dans le cadre du festival Europe à la folie. Cette conférence est enregistrée. Nous accueillons ce soir le professeur Jelle Koopmans de l'Université d'Amsterdam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il va donc nous éclairer sur la folie et la politique au XVe et au XVIe siècle. La conférence va durer environ 1 heure et puis il y aura un petit peu de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Vous pouvez également réagir dans le chat pendant la conférence pour des questions urgentes et je pourrai les transmettre soit sur le moment, soit à la fin de la conférence. Voilà, donc professeur, je vous laisse la parole pour la conférence. Bon, bonsoir tout le monde. Un grand merci à Louise pour l'invitation d'être ici et de la façon donc de faire quelque chose, de pratiquer un peu la valorisation de la recherche universitaire de plus en plus importante de nos jours pour que on puisse voir un peu en dehors des cercles académiques ce que nous faisons des modestes pécules du contribuable à l'université. La folie au temps d'Erasme, on parlera surtout du temps d'Erasme, c'est-à-dire je vais essayer d'encadrer un peu l'éloge de la folie, notamment d'Erasme, qu'on ne peut pas totalement isoler de l'œuvre intégrale, mais là c'est un sujet bien trop vaste pour être traité aujourd'hui. L'angle d'attaque sera surtout la question des rapports entre la folie et la politique dans l'Europe prémoderne. C'est-à-dire, Erasme se situe à un moment clé sans doute de l'histoire, mais en même temps à un moment qui est devenu de plus en plus problématique pour l'historiographie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, l'ancienne image des temps obscurs, ces 10 siècles qu'on appelle communément le Moyen-Âge, après quoi, finalement, l'Europe aurait vu ou aurait revu la lumière avec le début du monde moderne, etc., eh bien, c'est là une présentation qui est devenue plus ou moins intenable de nos jours. C'est-à-dire, autour d'Erasme, ça veut dire, d'une part, une sorte de désautomatisation. Tout le monde a appris à l'école primaire, à l'école secondaire, la différence entre le Moyen-Âge et la Renaissance. On parle sans trop de problème de l'homme du Moyen-Âge, même si l'homme du VIe siècle et l'homme du XVe siècle, bah, tout de même, hein, il y a un petit écart temporel. Et comme l'a dit un jour un historien, même au Moyen-Âge, un siècle compte 100 ans. Mais cette rupture est en fait surtout le fait de ce que j'appelle, et vous pouvez le voir sur le diapo, la machine publicitaire de la Renaissance. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'humanisme, ce qui caractérise sans doute des auteurs comme Rabelais, comme Erasme, et plus tard en France également Ronsard, Du Bellay, etc., c'est d'avoir bien soigné leurs relations publiques. C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont dit ce qui était nouveau à la Renaissance et ce qui était obsolète pendant le Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge est en quelque sorte une création de la Renaissance, une période qui a été décrite surtout en termes de ceux qui s'opposent à cette période. On a découvert depuis plusieurs décennies qu'il existe à côté de cette rupture, certainement rupture importante, entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, également une grande continuité. C'est-à-dire, ce n'est pas le 1er janvier 1500 qu'on a pu ouvrir les rideaux le matin et se dire « Ah tiens,
chérie, c'est la Renaissance qui commence. Au contraire, on parle de plus en plus de l'Europe prémoderne, voire de l'Europe pré-industrielle, puisque d'une certaine manière, le Moyen-Âge n'est pas terminé quand la Renaissance s'annonce. La Renaissance, dans les milieux intellectuels, veut dire également le Moyen-Âge subsiste dans beaucoup d'autres domaines, et pour certains, jusqu'à la Révolution française. Et c'est justement pendant cette période de transition, pendant la période grosso modo entre 1450 et 1550, qu'on voit l'apparition d'une véritable culture européenne de la folie. C'est-à-dire que la folie devient un thème littéraire, iconographique et théâtral extrêmement important, mais également un thème moral et philosophique. Et en quelque sorte, Erasme est un moment dans cette culture, un moment important, mais l'éloge de la folie n'est certainement pas un texte totalement isolé, bien au contraire. Ce qu'on va faire ce soir, c'est avant tout nous pencher sur le témoignage littéraire et performantiel de cette culture de la folie, mais c'est plus ou moins le système de nos jours avec les présentations PowerPoint. Rassurez-vous, il y aura également quelques images, et bien jolies images d'ailleurs, choisies avec soin. Deux lignes de force pour que vous puissiez tout de même raccrocher tout ce que je vais dire à des thèmes plus généraux. C'est-à-dire que d'une part, il s'agira d'une réflexion sur le rôle de l'irrationnel. L'irrationnel, extrêmement important. Bien sûr, nous avons été élevés avec l'idée de l'homme raisonnable, cartésianisme oblige d'une certaine manière. Même les spécialistes en matière d'économie partent toujours de l'idée d'un homme raisonnable qui pèse les pour et les contre et qui finalement fait un choix pour son propre profit, alors que nous savons, surtout depuis Freud, nous savons le rôle important de l'intuitif, de l'irrationnel. Deuxième ligne de force, deuxième thème important, c'est bien le lien entre la politique et la folie. Et la politique, là, vue au sens large, comme vous allez l'apercevoir tout à l'heure. Un moment extrêmement important dans cette réflexion a été la parution de l'ouvrage de Mikhaïl Bakhtin, traduit en français en 1970, l'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Âge et sous la Renaissance. Ce qui était important pour Bakhtin, c'était d'une part de montrer que le peuple a une culture. Ce n'est pas bêtement une espèce de folklore immuable depuis la nuit des temps, etc. Mais c'est bien une culture, c'est bien dynamique, c'est bien, ça évolue, et c'est une sorte de culture. En même temps, Bakhtin s'est penché beaucoup sur la question du carnavalesque, et notamment sur l'antimonde, en quelque sorte. C'est-à-dire que pour Bakhtin, l'œuvre de François Rabelais est à placer dans le contexte de la fête populaire, de la fête médiévale. Du carnavalesque, et le carnaval, pour Bakhtin, englobe beaucoup plus que simplement le Mardi Gras. C'est-à-dire ce sont toutes fêtes de renversement des valeurs, comme par exemple également la fête des fous ou la fête des innocents, le 27 décembre, avec le thème du monde inversé, hein, les servants qui deviennent maîtres, les maîtres qui deviennent les servants, les humbles qui seront exaltés, etc.
Et pendant longtemps, pendant certainement une trentaine d'années, Bakhtin, pour l'étude des 15e et 16e siècles, a constitué une référence importante. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que le pauvre Bakhtin a écrit son ouvrage en prison. C'est ce qui explique également pourquoi il n'y a pas de notes, pourquoi il n'y a pas de citation précise de texte. Et il y a même des savants qui se disent, oui, en fait, c'est une étude sur Rabelais, mais ce que Bakhtin essaie réellement de faire, c'est une espèce d'allégorie sur le système soviétique. Je le mentionne, je n'entre pas dans le détail, mais c'est tout de même intéressant. Cet antimonde, cette fête, cet endroit où il n'y a pas de contradiction, où tout est possible, bien sûr, c'est l'antimonde qui s'oppose au monde normal. Et en même temps, ce n'est pas totalement le cas. D'une part, parce que la folie fait partie de notre être. C'est-à-dire, ce n'est pas une anomalie, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose que nous vivons, que nous essayons peut-être de contenir d'une certaine manière, mais qui ne peut se contenir que jusqu'à une certaine limite. C'est notamment ce qui a été exprimé par une lettre circulaire de la faculté de théologie de la Sorbonne au mois de mars 1445, où il s'agit de la fête des fous et des possibilités de l'interdiction de cette fête. Et là, la faculté dit, et vous le voyez, car la folie, qui est notre seconde nature et semble inhérente à l'homme, peut ainsi s'exprimer une fois par an. C'est-à-dire, il faut de temps en temps laisser la voie libre à la folie, et surtout, puisque cette folie, c'est notre seconde nature. C'est en nous, ça fait partie de notre être, et on ne peut pas tout simplement essayer de contenir tout ça à longueur d'année. Il faut quelque chose. En même temps, cette idée du monde inversé est également un moyen satirique important, car le monde inversé, le monde à l'envers, naturellement, c'est le monde carnavalesque, c'est-à-dire c'est l'utopie aussi, où il y a des jambons, où il y a des saucisses, où tout le monde est libre, etc. Mais en même temps, le monde inversé, c'est également le monde où nous vivons. C'est-à-dire que le gouvernement ne gouverne plus, les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, etc. Ah, dans quel monde vivons-nous, etc., etc. Et de la manière, donc, il y a un renversement, il y a un jeu de miroir extrêmement intéressant, parce que à côté de notre monde rationnel, où tout est bien organisé, il y a cette seconde nature de la folie, et d'autre part, cette seconde nature de la folie carnavalesque, c'est également une espèce d'utopie où tout est possible, ce qui n'est pas possible dans le monde réel, et le monde réel, en même temps, n'est plus le monde tel qu'il a été ordonné par le bon Dieu. Il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus de charité, etc. Et de là, donc, tout de même, la comparaison que je veux faire avec l'opposition augustinienne, hein, Saint Augustin, qui fait nettement cette opposition entre la cité de l'homme et la cité de Dieu. Et la cité de l'homme, c'est en même temps aussi la cité de la corruption, c'est aussi le monde où les choses ne sont pas à leur place. Dans la cité de Dieu, tout est à sa place. Et dans le monde réel, et vous voyez donc à quel point la folie devient protéiforme. Protéiforme parce que d'une part, ça traduit ce qu'on ne veut pas, et d'autre part, ça traduit nos aspirations, nos souhaits, nos rêves, nos utopies. Deuxième point important, c'est le masque de la folie. C'est bien connu,
C'est-à-dire que dans un système plus ou moins répressif, où on n'a pas le droit de dire la vérité, sous le masque de la folie, quand on se présente comme fou, quand on est fou de court, quand on est bouffon, quand on est acteur comique, etc., on peut dire la vérité. Parce que comme c'est de la folie, on peut dire n'importe quoi, et dans le cadre de cette n'importe quoi, on peut également dire des vérités cuisantes que les gens sérieux ne peuvent pas dire. Donc, le fou, de la manière, est le seul à pouvoir dire impunément ce qu'un chacun pense. On peut donc traduire quelque chose du commun. Il peut réfléchir même dans l'entourage des princes où d'autres ne peuvent pas réfléchir, ne peuvent pas donner libre cours à leurs idées, ne peuvent pas s'exprimer en quelque sorte. Et là, également, il y a une contradiction extrêmement intéressante parce que, d'une part, c'est sous le masque de la folie que le fou peut dire n'importe quoi, donc également la vérité, et en même temps, il y a une fascination, souvent aussi une fascination royale pour les fous qui disent la vérité. C'est-à-dire le père du peuple, donc le roi Louis XII, aurait dit qu'il aimait bien voir les pièces de théâtre jouées par les fous pour avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe en France, au lieu de devoir se fier uniquement à ses conseillers. Et là, bon, il y a des parallèles modernes que tout le monde peut imaginer, hein, un entourage où on n'ose presque rien dire. Dans la Bible, le fou est avant tout celui qui dit que Dieu n'existe pas. Non est Deus, il n'y a pas de Dieu, c'est le psaume 52, premier verset. Donc, Dixit incipiens in corde suo, non est Deus. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. D'ailleurs, il est assez curieux de constater que chez Nietzsche, c'est encore le fou ou l'insensé qui fait irruption au marché et qui déclare « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Vous pouvez voir également, c'est une petite leçon de méthode, mais c'est important, tout le monde cite toujours Nietzsche qui aurait dit « Dieu est mort ». Non, Nietzsche met en scène un fou qui dit « Dieu est mort », et plus important encore, ce fou dit non seulement Dieu est mort, mais dit également et c'est nous qui l'avons tué. Ce qui donne une aspectation totalement différente à cette citation de Nietzsche. Donc il y a ça. À côté de ça, il y a également les réalités de la folie au Moyen-Âge. Il y a eu quelques publications sur le sujet. Le meilleur livre reste tout de même le livre de Hubertus Beek, Waanzin in de Middeleeuwen, la folie au Moyen-Âge, qui voulait présenter comme thèse de doctorat, mais il est mort avant d'avoir pu soutenir sa thèse, ce qui fait également que les traductions italiennes, françaises, allemandes et anglaises qui étaient prévues n'ont jamais vu le jour. Mais Beek était psychiatre et Beek s'intéressait justement au traitement de la maladie mentale au Moyen-Âge. Il a rassemblé une documentation énorme, c'est un livre richement illustré. Et récemment, Maud Ternon a publié un livre « Juger les fous au Moyen-Âge » pour justement se poser la question, mais comment traitait-on des personnes avec des troubles psychiques au tribunal, devant le juge? Comment faire? Que faire? Etc. Et là, tout le monde se souvient naturellement de la scène de la farce de Maître Patelin, où à la fin, le juge dit « Oui, mais tout de même, il sera acquitté, de toute façon, il est totalement fou, il n'y a rien à faire, donc il n'y aura pas de verdict, etc. » Une petite trace d'ailleurs de ce traitement des maladies mentales au Moyen-Âge est toujours à trouver à Geel, en Belgique,
où il y avait le culte de Sainte Dymphna, ce qui voulait dire que depuis le Moyen-Âge, on accueille des fous en famille. On croit que les soins familiaux sont une manière de faire participer des personnes plus ou moins exclues de notre société à notre société plutôt que de les enfermer. On va revenir sur cet enfermement, mais si vous entrez dans la ville de Geel, vous voyez donc des panneaux sous la limitation de vitesse d'ailleurs, gezinsverzorging, donc soins familiaux, et quand on ne sait pas, on se demande mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi l'automobiliste doit-il savoir ça? Eh bien, parce que justement, il y a un traitement de la folie en famille à Geel, qui, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, continue à se faire avec des résultats parfois intéressants. Tout le monde connaît bien sûr ces histoires sur la pierre de la folie, le Moyen-Âge superstitieux, etc. Ici, un exemple, le tableau de Jérôme Bosch, l'extraction de la pierre de la folie. Bien sûr, ce n'est pas un tableau réaliste, bien sûr, c'est allégorique, c'est symbolique au plus haut point. Et n'oublions pas non plus que cette pierre de la folie peut-être était également une image utilisée pour des tumeurs du cerveau qu'on ne pouvait pas encore appeler tumeurs du cerveau parce qu'on ne savait pas encore ce que c'était. Donc le traitement qu'on juge souvent charlatanesque a peut-être un caractère plus sérieux, plus sérieusement médical qu'on ne serait prêt à l'admettre de nos jours. Voilà donc pour le traitement. Et naturellement, le traitement de la folie, tout au Moyen-Âge et sous la Renaissance et jusqu'à nos jours, dans certains pays catholiques, passe par des pèlerinages, notamment pour la France et le nord de la France, très important, le pèlerinage à Saint-Mathurin de l'Archamp, à tel point que l'adjectif matelineux veut dire tout simplement, il est matelineux, ça veut dire il est fou, c'est-à-dire il faut le porter à Saint-Mathurin. Et naturellement, l'adjectif matelineux sera utilisé dans la farce de Maître Patelin parce que justement, Patelin, Matelin, là, le jeu est évident d'une certaine manière. Très important aussi au Moyen-Âge était le pèlerinage de Saint-Acaire à Aspres. Saint-Acaire qui était censé guérir les acariâtres. Parfois, et même souvent, il y a dans ces pèlerinages des jeux de mots qui ont un caractère sans doute populaire, qui n'ont rien de très catholique, de très dogmatique. C'est un peu comme Saint Léonard de Noblat qui libère les prisonniers. C'est le pèlerinage pour les prisonniers parce que justement Léonard, en ancien français, liénard avec IE, ça doit avoir un rapport avec les liens. Donc pour être libéré de ces liens, il faut aller voir Saint Léonard à Noblat. Voilà donc pour la question du traitement. Quelques mots sur Erasme maintenant, et notamment sur l'éloge de la folie. L'éloge de la folie est l'un de ces textes dont tout le monde connaît plus ou moins le titre, mais que peu de personnes n'ont véritablement lu. Il s'agit d'un texte écrit à Rotterdam, probablement en 1509, en latin d'ailleurs. La première édition imprimée, donc l'éditio princeps, comme on dit en histoire du livre, a vu le jour à Paris en 1511. Et la première traduction française, ça a une certaine importance, date de 1520. Donc nous sommes vraiment au moment où on est en train d'entrer dans le monde de l'humanisme, de la Renaissance, etc. On est vraiment dans ce qu'on appelle, encore de nos jours en France, le beau XVIe siècle. Le XVIe siècle de l'espoir qui va durer jusqu'au moment où les troubles religieux et les 9 guerres de religion
vont en quelque sorte limiter énormément l'optimisme des gens, mais également limiter énormément les possibilités de l'expression, la liberté de la parole. Ça, certainement. Ce que vous voyez ici, c'est un dessin. Oui, naturellement, c'est un dessin. Mais c'est un dessin extrêmement intéressant. Pourquoi? Eh bien, justement, c'est l'exemplaire personnel du peintre allemand Hans Holbein. Et c'est Holbein qui a illustré à la plume son exemplaire de l'éloge de la folie. Holbein qui a également peint un certain nombre de portraits d'Erasme. Ce que vous avez vu sur l'annonce, justement, c'était un portrait d'Erasme par Holbein. L'illustration est importante parce que, en fait, dans l'éloge de la folie, Erasme ne fait pas l'éloge de la folie. Dans l'éloge de la folie, Erasme imagine la folie qui parle. C'est la folie qui parle. Il y a donc un personnage qui exprime peut-être l'opinion de l'auteur, etc., mais il y a un personnage. Il y a même une espèce de jeu de rôle. Et ce jeu de rôle est accentué par Holbein dans son exemplaire personnel, parce que pour lui, la folie d'Erasme est un personnage qui monte en chair. C'est un prédicateur. L'éloge de la folie est en quelque sorte un sermon d'un fou, reconnaissable à sa capuche, à grelots, etc., devant un public de fous. Vous pouvez voir parmi le public également des capuches à grelots. Et de même, à la fin de son exemplaire, il montre donc la fin de l'éloge de la folie. Eh bien, c'est tout simplement le prédicateur qui quitte sa chair. C'est la folie, c'est le personnage allégorique de la folie qui quitte la chair. Et là, vous avez encore une fois la possibilité de voir le public qui est également fou. Donc, cette idée un peu que la folie, d'une certaine manière, la folie est partout. La folie est partout. Les prédicateurs, le public, tout le monde est fou. Cette mise en scène où la folie délivre en quelque sorte un sermon pour montrer l'omniprésence de la folie, connaît un parallèle intéressant dans le monde des sermons joyeux. Les sermons joyeux sont des pièces de théâtre à une voix, c'est-à-dire c'est un acteur qui se déguise en prédicateur et qui délivre un sermon parodique. Ce qu'on trouve dans ce domaine de plus proche de l'éloge de la folie d'Erasme, c'est, et là je vous montre la page de titre, le sermon joyeux et de grande value à tous les fous qui sont dessous la nue pour le montrer à sage devenir, moyennant ce que le temps à venir, tous ceux tiendront mon conseil et doctrine, et puis connaîtront clairement et sans urine que le monde pour sage les tiendra quand ils auront de quoi noter cela. Voilà donc un texte contemporain d'Erasme, c'est-à-dire que c'est probablement 1511, 1512, un texte qui sort de Toulouse d'ailleurs, dont l'essence consiste en l'idée que la différence entre la sagesse et la folie, c'est une question d'argent. C'est-à-dire que quand on est fou et qu'on va être tenu pour sage, il faut avoir de quoi, c'est tout. Donc, les fous, les sages, c'est une question d'argent. Et là, il y a une espèce de critique pré-capitaliste, en quelque sorte, qui note tout simplement que la sagesse, c'est la folie avec l'argent en plus. Donc c'est une question de pouvoir en quelque sorte. C'est une question de pouvoir plutôt que vraiment d'arguments raisonnables. Ce sermon joyeux nous donne en quelque sorte également le contexte de la première édition parisienne de l'éloge de la folie, donc d'Erasme de Rotterdam, de la déclamation des louanges de folie
où nous voyons encore un bois gravé, cette fois, un bois gravé, avec un fou en chair qui dit donc stultum numerus infinitus, c'est-à-dire le nombre des fous est infini. Et là, c'est encore une citation biblique, hein, c'est dans l'Ecclésiaste 1,15. Et là, on voit également à quel point cette idée de la folie rentre dans la tradition chrétienne et même dans les commentaires théologiques. Intéressant ici aussi, c'est que cette traduction française nous promet que le texte est, et ce sont les derniers mots du titre, d'être profitable pour connaître les erreurs et abus du monde. Voilà, la folie, c'est une manière de connaître les erreurs et les abus du monde. La folie, c'est le monde qui nous entoure. Et de là donc cette duplicité chez Erasme et bien d'autres auteurs. Et en fait, l'éloge de la folie d'Erasme se compose de trois parties importantes, c'est-à-dire d'une part la folie créatrice, la folie comme libération, comme possibilité d'expression, ensuite la folie des hommes, et là on entre vraiment dans le monde satirique, c'est-à-dire une description satirique du monde réel, du monde qui se veut raisonnable, mais qui ne l'est certainement pas. Et finalement, une partie qui a surtout retenu l'attention des spécialistes, la folie de l'Évangile. Et là, nous retrouvons en quelque sorte un concept de Saint Paul, la foi, le fait de croire. C'est une sorte de folie, c'est quelque chose qui ne se raisonne pas, c'est quelque chose qui va au-delà de ça. Et cette idée va d'ailleurs revenir un peu plus tard. Ce même bois d'ailleurs, ce même bois gravé utilisé pour orner donc l'éloge de la folie d'Erasme dans sa traduction française, sera également utilisé dans d'autres ouvrages. Ici, nous avons deux exemples. D'une part, une version coloriée dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, et d'autre part, une version en blanc et noir, tout simplement dans une édition imprimée qui est également à la Bibliothèque nationale. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un bois qui est tiré d'un des grands textes de cette culture de la folie, c'est-à-dire la Nef des Fous. La Nef des Fous, Navis Stultifera, un texte publié par Sébastien Brandt à Bâle en 1494, où il imagine l'omniprésence de la folie. Et en même temps, pourquoi la Nef des Fous? Eh bien, à Bâle, on avait la tradition, une fois par an, d'évacuer en quelque sorte les fous de la société bâloise. Comment faire? Eh bien, on les met tout simplement dans une nef, hein, dans une nef des fous, et on les met sur le Rhin et on voit ce qui va venir de ces fous. Je me suis dit souvent que tous ces fous suisses, finalement, ont dû arriver aux Pays-Bas pour jeter la base de la société aux Pays-Bas, parce que c'est là, finalement, que se trouve l'embouchure du Rhin. Mais l'idée est intéressante, et l'idée est également, d'une certaine manière, nouvelle. Là où, au Moyen-Âge, le fou, la folie, le monde des maladies, le monde de l'imperfection fait partie de la société voulue par Dieu en quelque sorte, a des personnages qui ne rentrent pas dans des catégories, mais on essaie de vivre avec. Et ce qu'on va voir, notamment au début de la Renaissance, c'est un système d'exclusion. On n'en veut plus. On n'en veut plus. C'est notamment une thèse importante dans l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault. Première publication en 1964, mais soutenue comme thèse dès 1961. C'est également ce que Foucault va réitérer dans sa naissance de la clinique, cette idée selon laquelle
les vieux, les fous, etc., devront être mis dans des bâtiments spécialisés. La naissance de l'hôpital psychiatrique, mais également les maisons de retraités, etc., etc. Tous ceux qui avaient encore leur place dans la société au Moyen-Âge vont désormais être exclus de notre cité idéale, en quelque sorte. Et de là donc également l'importance de ce que je vous ai dit au sujet de cette tradition médiévale à Geel, en Belgique, où justement on refuse d'enfermer des gens qui ont des troubles mentaux dans des bâtiments spécialisés désignés à cet effet pour les soigner justement en famille dans la société. Brandt est une référence extrêmement importante. Son ouvrage sera traduit en latin 2 fois en français, en vers et en prose, et notamment les bois gravés que comportent ces éditions connaissent une fortune importante. Je vous montre un certain nombre de ces illustrations, notamment de la traduction française de 1497. Ici donc le bois du titre, en quelque sorte, avec ces nefs qui servent à évacuer les fous. Ici également extrêmement intéressant, la justice est aveugle. Ici nous avons la première occurrence du motif de la justice aveugle qu'on connaît dans des salles de tribunal, etc., etc. Seulement, de nos jours, il s'agit de quelque chose de positif. La justice est aveugle, ça veut dire la justice ne regarde pas notre état, notre fortune, notre sexe, notre préférence sexuelle, tout ce que vous voulez. La justice a les yeux bandés pour ne pas voir ces différences. Alors que chez Brandt, justement, à la fin du XVe siècle, le motif était satirique. C'est-à-dire, vous voyez ici, c'est la folie qui bande les yeux de justice. C'est-à-dire, folie, à cause de folie, la justice ne sait pas ce qui se passe dans le monde. La justice est aveugle. La justice est aveugle, non pas au sens positif, mais surtout au sens négatif. Quelques autres éléments. Ici, nous voyons, jolie illustration tout de même, le fou qui doit porter le poids du monde, effectivement. Et finalement, très intéressant aussi dans cette traduction française, il y a un personnage, il y a un fou qui est identifié comme Caillette. Caillette, le fou de la cour de Louis XII, qui tend ici un miroir à un jeune aristocrate. Ce qui est intéressant, c'est que Caillette est assez bien documenté. Caillette était également acteur, il a joué dans un grand nombre de pièces satiriques à Paris, où il portait le titre Général d'enfance. Général d'enfance, et l'enfance, naturellement, c'est la période de la folie, c'est la période instinctive, pré-raisonnable, etc., etc. Mais en même temps, et c'est là naturellement le jeu satirique, général d'enfance veut dire également général de France. De même que dans beaucoup de ces pièces de théâtre, la chanson dûment attestée Vive France devient Vive enfance. Donc en quelque sorte, la France de l'époque, pas la France moderne, mais la France de l'époque était considérée comme le pays d'enfance. Le pays d'enfance. Voilà. De la bêtise, le pays de l'infantilité. Cette métaphore, d'ailleurs, de la nef des fous a connu une fortune énorme jusqu'à nos jours. La force de cette métaphore est encore montrée par un texte polémique qui est apparu il y a 4 ans, en 2018, par Frank Haubold, Narrenschiff Deutschland, Logbuch einer Irrfahrt. C'est-à-dire que la nef des fous, c'est l'Allemagne moderne. Et il écrit en quelque sorte un journal de bord de cette Allemagne à la dérive, cette Allemagne qui est devenue vraiment tout simplement une nef des fous et rien d'autre.
Autre élément très important, c'est le personnage de Rabelais. François Rabelais qui, dans le tiers livre, cite bien « Un fol enseigne bien un sage », c'est-à-dire, oui, et on dit encore de nos jours, hein, un fou s'est posé plus de questions, etc., etc., etc. C'est un proverbe, mais Rabelais le cite. Rabelais se laisse également, toujours dans le tiers livre, aller à une sorte de litanie des fous, c'est-à-dire une énumération énorme de tous les fous qui sont au monde, fou fatal, fou de nature, fou céleste, fou jovial, fou mercurial, lunatique, erratique, excentrique, aéré, junonien, etc., etc., etc. Pendant des pages et des pages défilent cette liste. Naturellement, c'est rabelaisien, c'est le plaisir de la parole, c'est créer l'euphorie par le verbe, mais en même temps, c'est montrer à quel point tout le monde, d'une certaine manière, relève du monde de la folie. Et cette litanie est utilisée pour introduire le personnage de Triboulet. Le personnage de Triboulet que Rabelais lui-même appelle notre Morosophe Triboulet. Morosophe est le terme est une création de Lucien de Samosate qui a été repris par Erasme. Rabelais est celui qui introduit le concept en français. Qu'est-ce que c'est que le Morosophe? Le Morosophe, c'est le fou sage. Et c'est Rabelais lui-même qui traduit Morosophe par fou sage. Du grec moros, qui veut dire fou, et sophe, comme philosophe, le sage. Et Rabelais ajoute encore que tout le monde est folle. En Lorraine, fou est près de tout, par de bonne discrétion, tout est fou. Et effectivement, fou est un petit hameau dans le département de la Meuse, non loin de Toul, avec L, mais comme on ne prononçait pas le L final, on peut effectivement dire que fou est près de tout, en Lorraine. C'est là encore le jeu sur les noms. Ce Triboulet que Rabelais imagine, ce Triboulet est un personnage extrêmement complexe. C'est-à-dire que Triboulet est connu tout d'abord comme le fou de cour de René d'Anjou. Le fou de cour de René d'Anjou qui a même fait effectuer une médaille par Lorana, qui était vraiment un grand à l'époque, où nous voyons donc là le fou typique, Triboulet, avec sa marotte, hein, avec son bâton, avec son autoportrait, en quelque sorte, la marotte. Et le terme marotte est d'ailleurs hypocoristique, c'est donc un diminutif de Marie, c'est-à-dire que probablement marotte voulait dire d'abord petite statue de la Vierge, et lentement c'est devenu une sorte de bâton de fou qui se termine donc effectivement par, oui, l'effigie du fou lui-même. Et ce bâton, naturellement, c'est également pour frapper tout simplement. Et ce bâton devient également, dans Ubu-Roi d'Alfred Jarry, le bâton aphysique, etc. Il existe également une complainte de Triboulet contre la mort dans un manuscrit qui est conservé à La Haye, à la bibliothèque royale. Une espèce de texte moral, une espèce de danse macabre, où justement Triboulet se plaint des rigueurs de la mort. Ce qui est intéressant ici, naturellement, c'est cette représentation de la Vierge, hein, qui est unique dans le monde iconographique des Beaux-Arts. Probablement, il faut penser ici à Notre-Dame de Boulogne, puisqu'elle sort de la mer, d'une certaine manière. Et ce qui est également extrêmement intéressant, c'est que le fou Triboulet, ici, a le crâne rasé en forme de tiare papale. Donc, ce manuscrit a été fait en pleine crise gallicane, avec tous les différends entre le roi de France et le Vatican autour de la nomination d'évêques. Et c'est donc en quelque sorte Triboulet qui représente le pape. Le pape lui-même représente la folie.
le roi, c'est le roi, et son bouffon, c'est le pape, en quelque sorte. C'est extrêmement osé pour l'époque, en même temps, c'est bien intéressant. Quelques mots sur les légataires de cette tradition rabelaisienne. Là, je pense notamment à Pascal. Pascal, qui dit dans le numéro 31, dans la numérotation de Sellier, je ne vais pas vous expliquer la numérotation des pensées de Pascal parce que c'est assez bordélique, mais dans l'édition de Sellier, le numéro 31, Pascal dit « Les hommes sont si nécessairement fous que ce serait fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. » Et même Montaigne, dans ses essais, dit « Il faut avoir un peu de folie qui ne veut avoir plus de sottise, disent et les préceptes de nos maîtres, et encore leurs exemples. » C'est-à-dire, la folie est aussi quelque chose de nécessaire. Et Montaigne continue en se disant, mais de quoi se fait la plus subtile folie que de la plus subtile sagesse? Qui ne sait combien est imperceptible le voisinage de la folie d'avec les gaillardes élévations d'un esprit libre et les effets d'une vertu suprême et extraordinaire. Vous voyez, on a ici encore une fois cette valorisation extrêmement positive de la folie, également cette manière de voir la folie comme une autre face de la raison. Pascal, lui également, énonce d'autres vérités profondes au sujet de la folie, notamment quand il dit par exemple que la puissance des rois est fondée sur la raison et sur la folie du peuple, et bien plus sur la folie. Et autre part, il note contrariété, sagesse infinie et folie de la religion. Mais comme vous le savez sans doute, les pensées de Pascal sont des notes pour un ouvrage qu'il n'a jamais écrit. Et ici, il y a donc en quelque sorte une fiche signalétique d'un chapitre qu'il voulait écrire, ou des idées sur lesquelles il voulait élaborer un peu, mais finalement, il ne l'a pas fait. Donc, tout ce qu'on a, c'est sagesse infinie et folie de la religion. C'est aussi un peu le pari de Pascal, hein, cette idée de « ça ne se raisonne pas ». Ici, nous avons un tableau qui est d'ailleurs dans une collection privée du peintre anversois Quinten Metzeys, qui date de 1516, avec le fou avec la marotte qui ici montre le derrière, avec les oreilles d'âne, avec même un coq, etc., etc., mais avec la légende Mongetu motus, c'est-à-dire que faut savoir se taire de temps en temps. Et puis, nous arrivons à un personnage extrêmement intéressant dans l'histoire de la poésie et de la prose morale, c'est-à-dire Pierre Gringor. Pierre Gringor est connu surtout comme protagoniste de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais le nom cache vraiment un poète. Un poète, un homme de théâtre parisien du début du XVIe siècle, qui avait pour devise, et nous voyons ici 2 pages de titres des œuvres de Gringor, qui avait pour devise « tout par raison, raison partout, partout raison ». Et tout cela, c'est la devise de Mère-Sotte. Sa fonction était d'être Mère-Sotte, et sa devise était justement un rationalisme poussé à l'extrême. Et vous voyez encore une fois comment ici les choses, les contraires se touchent en quelque sorte. Mère-Sotte est donc une fonction, non seulement à Paris, c'est en quelque sorte, on dirait de nos jours, c'est le prince carnaval, ou Mère-Sotte, c'est d'une certaine manière un fonctionnaire d'une société qui organise des réjouissances carnavalesques. Mais dans l'une de ces pièces même, on voit Pierre Gringor, donc le poète, déguisé en Mère-Sotte, et puis Mère-Sotte déguisée en Mère-Église,
C'est donc un double déguisement théâtral, en quelque sorte, où à la fin, on se rend compte que sous les habits de Mère Église, on a Mère Sotte. Et Mère Sotte s'oppose au Prince des Sceaux. Et le Prince des Sceaux, tout de même, il faut oser, hein, représente le roi de France dans un contexte de gallicanisme, dans le conflit entre Rome et Paris. Et justement, Gringor est également obsédé par cette idée de la folie et également éviter les abus de ce monde. Vous voyez à gauche donc l'un de ses ouvrages, Les contredits de songe creux, avec en sous-titre Pour éviter les abus de ce monde, de songe creux, lisez les contredits et retenez, etc., etc. Il a même publié un ouvrage, Les abus du monde, et je vous montre ici, au milieu, une édition parisienne et à droite, une édition rouennaise. Donc, il y a aussi un lien entre le thème de la folie et la raison, naturellement, mais également le fait de pouvoir reconnaître les abus de ce monde, de tout ce qui ne fonctionne pas. Et là, Gringor appartient pleinement au monde d'un genre théâtral assez peu connu en dehors des spécialistes du Moyen-Âge, c'est-à-dire la sotie. La sotie est sans doute la contribution la plus originale de la France à l'histoire de l'ancien théâtre, au sens où des farces, il y en a en toutes les langues, mais des sotties, il n'y en a qu'en français. C'est un genre typiquement français. Il s'agit de textes extrêmement difficiles à comprendre. Extrêmement difficiles à comprendre, sans doute à cause d'une finalité extérieure, à cause d'une inscription circonstancielle qu'on ne peut plus retrouver, mais également sans doute puisque les sotties ont dû être jouées dans un ensemble. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pièces, ce sont des éléments d'un scénario ou d'un programme de la fête. Où on joue donc une sotie, ensuite on va banqueter, ensuite on joue une farce, etc., etc., etc. Donc ce sont des pièces qui ont quelques problèmes à fonctionner de manière isolée. En même temps, pendant longtemps, les savants se sont dit oui, ça s'appelle sotie, ça veut dire qu'il s'agit d'un non-sens pur et simple. Et là, c'est tout simplement une paresse de l'esprit, parce que quand on essaie vraiment de rentrer dans le système et de comprendre ces textes et de rechercher un peu leur contexte historique, on se rend compte que les sotties contiennent des vérités et des spectacles hautement intéressants. Le plus souvent, les sotties commencent par un cri, une espèce de convocation des états généraux de la sotie. Ici, nous avons l'exemple d'un texte de Gringor, d'ailleurs, qui invite donc, un peu comme Rabelais plus tard, hein, saut lunatique, saut étourdi, saut sage, saut de ville, de château, de village, rassauté, niais, votre prince, sans nul intervalle, le mardi gras, jouera ses jeux aux Halles. Donc le théâtre se pratique aux Halles à Paris. Les caractéristiques du genre, eh bien, il y a quelque chose d'éminemment moderne dans la sotie. Il y a même eu un article, il y a 50 ans à peu près, qui parlait d'un théâtre médiéval de l'absurde. Un théâtre médiéval de l'absurde. Ainsi, on a conservé une sotie qui s'appelle la sotie des sots qui attendent bon temps. Bon temps a quitté la France, il y a les sots qui attendent bon temps, et finalement, bon temps n'arrive pas. C'est en attendant Godot, en quelque sorte. Ouais. Mais seulement là où on est au début du XVIe siècle. Également, le questionnement, justement, de l'individualité, au sens où les sots sont des personnages, mais sont des personnages totalement interchangeables, qui sont tout simplement appelés le premier, le second et le troisième, qui n'ont pas de nom, qui sont fonctionnels en quelque sorte. Très souvent, surtout pour les sotties les plus anciennes, il y a une structure trinitaire, c'est-à-dire il y a le prince des sots et le premier et le second. Ce n'est pas sans doute par hasard.
quelques thèmes importants des Lesotho, notamment quelles nouvelles, on se demande quelles nouvelles, que se passe-t-il, que se passe-t-il. Parfois, on passe en revue un certain nombre de ragots, de nouvelles du quartier, quoi, histoire de coquillage, histoire de femmes légères, etc. Mais également des questions plus politiques, parfois, au sujet des amours de François Ier, par exemple. Puis la grande question, la nuit, les sots se réunissent, mais que faut-il faire pour passer le temps? Que va-t-on faire? Donc voilà le théâtre de l'absurde bien en place, avec également parfois une thématisation des interdictions de jouer. C'est-à-dire que les personnages disent, nous, on veut toujours jouer, mais depuis quelques années, on n'a pas pu jouer. Donc apparemment, il y a de la part du pouvoir, que ce soit le pouvoir royal ou le pouvoir municipal ou le pouvoir de l'Église, une tentative de confiner un peu ces expressions de la folie. Ce que nous disent les textes, hein, ce que l'on trouve dans les archives, bon, c'est une mer à boire et une autre paire de manches en même temps. Un exemple d'une telle sotie, les vigiles Triboulet, c'est-à-dire encore une fois, c'est Triboulet qui est mort, et c'est les sots qui chantent les vigiles. Ce qui est intéressant ici, bon, le document à gauche, c'est donc le format agenda, c'est-à-dire un format que les imprimeurs utilisent uniquement pour des textes de théâtre, le format allongé qui permet d'avoir un grand nombre de lignes sur une seule page. Il s'agit de 3 personnages et un prince, le prince qui s'appelle Soti, qui est donc le monarque universel, en quelque sorte, et également ce que vous pouvez voir un peu sous le milieu, enfin, juste avant et sous le milieu de la page, très théâtrale, donc effectivement, le fractionnement des vers, du genre, le premier dit croque-pie, l'autre dit hola, et l'autre dit pas Saint-Paul, ou sais-tu rien, comme quoi, nouvelle, etc. Et ce fractionnement extrême de l'octosyllabe, ces vers repartis sur 2, 3, 4 personnages, souvent, donnent tout de même une certaine indication d'un théâtre professionnel. C'est quelque chose que des amateurs n'arrivent jamais à faire. M'a dit un jour un metteur en scène, quand je l'ai confronté au genre de la folie, de la sotie française, sa première réaction était, ça doit être un théâtre professionnel, c'est impossible aux amateurs de faire quelque chose comme ça. Autre exemple, une sotie à 8 personnages, avec donc le monde abus, saut dissolu, saut glorieux, saut corrompu, etc., etc. Un spectacle énorme où les sots ont l'idée de mieux faire. Le vieux monde est corrompu, le vieux monde vraiment ne fonctionne plus, et les sots vont construire un nouveau monde. Et tout au long de la pièce, ils sont en train de construire un nouveau monde sur scène, une construction énorme. Et la fin de la pièce, bien sûr, c'est que la construction entière s'écroule sur scène. Ça demande un savoir-faire spécial. C'est vraiment, là, c'est du théâtre. Hein. C'est pas comme la comédie ou la tragédie de la Renaissance. Là, c'est vraiment le spectacle. Là, c'est le théâtre pensé et conçu comme théâtre. Les derniers héritiers, en quelque sorte, de cette culture, ce sont les compagnies de la mer folle. C'est-à-dire que nous avons conservé un certain nombre de textes du début du XVIIe siècle, un petit répertoire local issu de Dijon. À Dijon, il y avait la mer folle qui organise donc les jeux chaque année, comme au Moyen-Âge, comme s'il n'y avait pas eu de véritable renaissance, etc. Et on a même conservé le guidon de la mer folle de Dijon, qui est au musée de Dijon. Ici, vous pouvez voir une mise en scène extrêmement acrobatique de deux fous qui montrent bien que sens dessus, sens dessous, que de quelque manière on se tourne, tout le monde est toujours fou,
également l'importance du thème du vent. Vous pouvez voir l'un des 4 vents dans le coin supérieur à droite, et vous pouvez voir également, si vous étudiez en détail les fesses de ces fous, qu'ils lâchent des vents dans la figure de l'autre. Hein. C'est le fameux pétangle, en quelque sorte, cette thématique. Donc même au XVIIe siècle, même quand on est en train d'aller vers le classicisme, le fameux classicisme français, il y a une certaine réalité de cette culture de la folie, comme avec la mère folle de Dijon. Et j'ajoute encore l'importance du fou au théâtre plus en général, le fou dans les mystères dramatiques, également dans des pièces religieuses, le fou a une place. Les Anglais citent toujours l'importance du fou du roi Lear, ou Jacques dans Comme il vous plaira, et on songe notamment aussi à l'idiot de Dostoïevski, et là à droite vous avez tout de même le petit dessin de Dostoïevski lui-même pour illustrer le fou. Et cette idée de l'universalité de la folie a été en quelque sorte formulée de la manière la plus prégnante par Shakespeare, encore une fois lui, quand il dit « La vie n'est qu'une ombre qui marche ». Elle ressemble à un comédien qui se pavane et s'agite sur le théâtre 1 heure, après quoi il n'en est plus question. C'est un conte raconté par un idiot avec beaucoup de bruit et de chaleur et qui ne signifie rien. Et le bruit et chaleur, c'est bien sûr le bruit et la fureur en anglais. Tout de même, une petite image du fou dans les scènes de mystère. Ici, nous avons une miniature de Jean Fouquet, du mystère de Sainte Apolline, dont on n'a plus le texte, où vous voyez à gauche, effectivement, comment, au moment suprême du martyre de la petite Apolline, à qui les païens lui tirent ses dents, hein, c'est atroce comme supplice. Il y a également le fou qui montre son derrière devant les païens. Et dans ces grandes productions religieuses, le fou est à la fois le pont entre le public et l'action. C'est celui qui donne des commentaires cyniques sur l'action. C'est celui qui montre également que le monde élevé, le haut n'existe pas sans le bas. À côté du cerveau, il y a bien le bas corporel, et en même temps, le fou, souvent dans ces pièces religieuses, fonctionne comme meneur de jeu, comme si c'était l'auteur lui-même qui se cache, ou le metteur en scène qui se cache sous le personnage de la folie pour organiser son spectacle, mais en même temps pour mettre en valeur le caractère éphémère de tout ce qu'il fait. Et naturellement, il y a également un certain nombre de guérisons importantes, guérisons miraculeuses dans les mystères, de filles possédées, etc. Et on peut même se poser la question, d'ailleurs, si beaucoup d'exorcismes publics, beaucoup de guérisons réelles, entre guillemets, pendant la période prémoderne, n'étaient pas en fait des espèces de pièces de théâtre montées justement par des capucins, montées par l'orthodoxie catholique pour faire peur aux gens et pour combattre les idées nouvelles, notamment de la réforme. Voilà, tout cela a été conçu et créé pour l'Alliance française, que je remercie encore une fois de m'avoir invité. La belle police que j'ai utilisée, c'est un caractère gravé par Ald Manus en 1497, ici dans la version commerciale de Linotype. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc maintenant, c'est l'heure des questions du public. Donc si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire dans le chat, n'hésitez pas. Ah ben voilà, on a déjà quelqu'un. Donc vous pouvez ouvrir votre micro, Paul, et poser votre question ou faire votre remarque. Merci, et merci pour votre discours, hein, avec
tous ces auteurs inconnus de jadis. Et ce qui m'intéresse, vous pourriez m'entendre, c'est bon? Oui, oui, aucun problème. Ce qui m'intéresse, c'est la conjonction que vous faites au début entre la folie et la politique. Parce que, et surtout aussi, en même temps, avec ce passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance que vous évoquez. Parce que c'est aussi Heisenberg qui disait quelque part qu'Erasme est entre les deux mondes, hein, entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et la folie qui parle partout, ouais, avec les rhéteurs, avec la déclamation et tout ça, pour moi, la folie, c'est aussi quelque chose qui subvertit la raison. Vous voyez? Et au Moyen-Âge, on a le raison de Dieu, la vérité. Et aux Renaissance, aussi, comme vous avez dit, il s'agit plutôt de connaître l'erreur de l'homme que la vérité de Dieu. Vous voyez, là aussi, il y a un certain passage. Et dans ce passage du Moyen-Âge avec la vérité de Dieu aux Renaissance avec l'erreur de l'homme, hein, à ce moment-là, c'est aussi le pouvoir séculier qui montre en scène, parce qu'il y a par exemple le prince de Machiavel qui apparaît en Renaissance, et c'est là aussi où le pouvoir de l'Église est remplacé en fait par un pouvoir séculier. Donc, on n'a plus les croyants, mais on a, comme vous dites aussi, quelque part, le peuple. Hein. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas un certain rapport entre cette subversion de la raison ou l'erreur humaine avance sur la scène et ce passage du pouvoir de l'Église à un pouvoir souverain? Aussi parce que je me rappelle en Limbourg, par exemple, le carnaval, c'est l'origine, c'est aussi une sorte, on se moquait du pouvoir militaire. Vous voyez, c'était le carnaval à Limbourg avec les gens qui portent tous les costumes et tout ça, c'est bien le rituel militaire, mais au second degré. Vous voyez, là aussi, c'est le pouvoir qui est mis en folie. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux. Oui, certainement, certainement. Et justement, disons que pendant une certaine période, tout ce qui est carnavalesque, c'est ce qui est confiné à des moments précis. C'est-à-dire que et n'oublions pas que beaucoup de ce qu'on appelle profanes de nos jours, beaucoup de fêtes soi-disant profanes, sont en fait des fêtes qui relèvent du calendrier religieux. Le carnaval est une fête religieuse, ce n'est pas une fête profane. C'est quelque chose qui est conçu par l'Église, pour l'Église, dans l'Église, etc. Et en même temps, on voit effectivement comment on commence de plus en plus, quand le pouvoir devient de plus en plus séculier, à se poser la question de l'organisation du pouvoir, naturellement. C'est la République de Jean Bodin, c'est le discours de la servitude de volontaire d'Étienne de la Boétie, etc., etc. Un grand scepticisme par rapport à l'État, et c'est sans doute également pour obvier un peu à ce problème. C'est-à-dire où il n'y a plus de justification autre que la personne, c'est sans doute également à cause de ça qu'au XVIIe siècle, on va donc inventer la doctrine du droit divin, en quelque sorte. C'est-à-dire que le pouvoir séculier va devenir le remplaçant de Dieu sur la terre, tout bêtement. Alors que, au moment où le pouvoir devient vraiment politique, où il n'y a plus de justification, plus de nécessité religieuse derrière l'exercice du pouvoir, eh bien le pouvoir a un problème. Le pouvoir a un problème parce que qu'est-ce qui est raisonnable? Et c'est surtout l'essence là du prince de Machiavel qui ne s'occupe nullement de la justification du pouvoir, etc., mais qui montre comment ça fonctionne, avec un grand cynisme. Et ce cynisme est également, plus en général, c'est le cynisme des hommes du XVIe siècle par rapport au pouvoir. Le roi de France n'est que le prince des sots, finalement, dans une pièce de théâtre. Il y a même
une pièce de théâtre qui est encore inédite, qui est extrêmement intéressante, qui est également toulousaine, où le roi de France entre en scène comme le prince quelqu'un. Il s'appelle quelqu'un. Le roi s'appelle quelqu'un, rien de plus. Alors là, tout ce qui se cache derrière cette façon de voir le pouvoir royal, c'est extrêmement riche et peu connu en même temps. C'est bien aussi, effectivement, que vous rappelez que le carnaval, c'est une fête religieuse. Et dans ce sens, ça s'oppose effectivement au pouvoir séculier, oui. Ouais. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Si personne n'a de questions, moi j'ai des petites questions. C'est par rapport justement au rapport à la religion et entre folie et religion, le rapport qui existe. Je me demandais si le fou donc, peut faire figure d'une critique de la religion et presque une figure d'athéiste, ou est-ce que c'est seulement pour montrer l'irrationalité de la religion qu'il est mis en scène en fait? Ben voilà une question, merci, qui est extrêmement complexe. Parce que, d'une part, il faut être fou pour pouvoir dire que Dieu n'existe pas. En même temps, c'est uniquement le fou qui peut penser l'impensable. Parce que dire Dieu n'existe pas, c'est l'impensable, en quelque sorte. C'est ce qu'a montré notamment Lucien Febvre dans un ouvrage sur Rabelais, qui s'appelle Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, où il montre justement à quel point tout dans Rabelais montre qu'il était athée dans la mesure du possible, seulement il ne pouvait pas franchir le dernier pas. Il ne pouvait pas tirer la conclusion, donc Dieu n'existe pas. Et c'est un peu également le problème de Voltaire au XVIIIe siècle, qui finalement sauve le bon Dieu avec cette image de l'éternel horloger, hein, comme la montre automatique, c'est-à-dire que Dieu a créé la chose et puis ça va tout seul. Et puis ce sont les lois de la nature et il n'intervient plus, c'est la machine qui fonctionne. Bon, même au XVIIIe siècle, ça c'était encore difficile. Et l'impensable, c'est d'une part donc effectivement dire que et si vraiment Dieu n'existait pas, mais l'impensable, c'est aussi les mystères de la foi. C'est-à-dire que c'est grâce à notre seconde nature de la folie, en quelque sorte, que nous entrons, et c'est déjà chez saint Paul dans la Bible, hein, c'est cette forme de folie que de croire. Et c'est une folie nécessaire, en quelque sorte. Et c'est également le problème de Pascal, qui finalement s'est dit, bon ben, on va arrêter de raisonner parce que la foi, c'est autre chose que la raison. Hein, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, etc., etc. Mais il y a une certaine supériorité sur de l'intuitif, de la folie même, sur le raisonnable. Et du coup, j'ai une autre question. Oui. Et en fait, justement, toute cette folie un petit peu quand même même très intellectualisée par voilà, les intellectuels, ou même on parlait du théâtre, mais ça reste des artistes professionnels qui se mettent en scène comme fous. Donc, on parle de la folie, mais voilà, d'une certaine folie intellectualisée. Et donc, est-ce que cette intellectualisation de la folie permet une acceptation des vrais fous, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a un peu, j'imagine, un décalage entre cette folie intellectualisée et les vrais fous voilà, dans la société. Est-ce que
cette banalisation, cette universalisation de la folie permet aux vrais fous d'être acceptés au quotidien ou pas, en fait? Dans une certaine mesure, certainement, au sens où le fou est celui qui dépasse la raison humaine et c'est une créature du bon Dieu qui a été faite non pas selon nos normes des lois de la nature, mais selon la volonté de Dieu d'une certaine manière. Et donc, il y a, à la fin du Moyen-Âge, surtout 14e, 15e siècle, il y a une grande acceptation de la folie dans la société et même une certaine fascination presque mystique avec la folie. Et tout ça va changer au moment où la Renaissance va essayer d'organiser la société. Organiser la société et évacuer les éléments indésirables comme les vieux, comme les fous, etc. Et même donc inventer, c'est là une idée typique de la Renaissance, les travaux forcés. Les travaux forcés, pourquoi faire? Eh bien, pour rendre utiles les inutiles. Les prisonniers ne font rien aux frais de l'État, donc il faut leur faire travailler, etc. Donc il y a une conception de la société qui change assez radicalement au début du XVIe siècle. Et là, donc, effectivement, le monde de la folie devient effectivement, oui, un système d'exclusion. Un système d'exclusion. Et malgré tout, on voit comment, notamment entre, je dirais, entre 1480 et 1550, partout en Europe, ces textes sur la folie, ces pièces sur la folie, eh bien, c'est partout. Tout le monde s'en occupe. Les humanistes allemands, Luther en parle beaucoup dans ses propos de table. Les recueils de nouvelles italiennes sont obsédés par ces personnages à la fois fous et sages, et également parfois donc difformes mais très intelligents. C'est sûr qu'après avec le grand renfermement, ça va se scinder complètement en deux, quoi. Ouais, ouais. Mais il y a, ce sont des questions qui reviennent sans cesse. Hein. C'est également ce qu'on a eu avec les antipsychiatres au XXe siècle, donc le moment où les antipsychiatres disaient mais en vertu de quoi veut-on ramener certaines personnes à nos normes? Qu'est-ce que c'est que cette normalité? Qu'est-ce que c'est que cette guérison de la folie? Qu'est-ce que c'est que ce traitement? Pourquoi faire? Pour imposer. Pour imposer quoi, en fait? Hein? Et oui. Oui, j'imagine que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on a voilà, cette vague pour l'inclusion, toutes ces questions autour du handicap et de l'inclusion dans notre société, plutôt que et justement ce questionnement autour de la norme, réussir à inclure tout le monde dans la société et pas juste à faire rentrer tout le monde dans une certaine norme. Oui, et le discours moderne sur l'inclusion doit beaucoup aux travaux de Michel Foucault, qui justement a étudié sa vie durant les systèmes d'exclusion, justement, dans une espèce de tentative de saisir ce que c'est que le pouvoir. Non pas les hommes qui ont le pouvoir, non pas, mais les structures sous-jacentes du pouvoir. Voilà quelques quelques réflexions et quelques possibilités de lecture, pour éclairer aussi, notre monde contemporain. Je ne sais pas donc s'il y a encore, des questions, des remarques, du public? Merci beaucoup. Bon,
Bon, bah alors on va pouvoir clore cette conférence. Donc merci à tous d'avoir assisté à la conférence en ligne et merci beaucoup professeur pour vos lumières. La conférence sera bientôt disponible sur YouTube, donc elle sera disponible en revisionnage. Et voilà, si vous voulez la partager par la suite, n'hésitez pas. Donc voilà, passez une très belle soirée et à bientôt. Bonne soirée à toi aussi. Un grand merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.